Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir trois localités, deux localités qui s'appellent Léontopolis et une autre qui s'appelle Létopolis, et toutes les trois en Basse-Égypte. Alors commençons par la première, Léontopolis. Léontopolis est le nom grec de la ville égyptienne de Ta-Remou. Ta-Remou dont le nom signifie la terre des poissons. Ta, la terre, Remou, poisson au pluriel. Alors on l'écrit avec le signe de la bande de terre qui se lit ta. En dessous, nous avons un déterminatif d'un canal et le trait du déterminatif. Voilà pour le mot terre, ta. Nous avons ensuite l'unilitaire de la bouche R, suivi de l'unilitaire de la chouette M, suivi du déterminatif du mot poisson, une perche du Nil. Les trois traits sont la marque du pluriel ou, et le nom se termine par le déterminatif des localités, le carrefour entouré d'une enceinte. Léontopolis Ta-Remou est une ville de Basse-Égypte au sud du delta, qui est connue aujourd'hui sous le nom de Tel al-Mogdam. De son nom égyptien Ta-Remou, la terre des poissons, elle devint pour les Grecs Léontopolis, la ville des lions, parce que des fauves sacrés y étaient élevés et vivaient à proximité de leur temple. Ils incarnaient la déesse Sekhmet et le dieu Mahès, le lion prince, fils de Sekhmet Bastet. Des divinités que nous avons déjà évoquées dans d'autres vidéos. La ville de Ta-Remou est la capitale du 11e nome de Basse-Égypte, nommé le nome du taureau recensé, Haïsebou. Léontopolis Ta-Remou ne doit pas être confondu avec une autre Léontopolis nommée par les Grecs, qui est aujourd'hui identifiée au style de Tel el-Yahoudieh, et qui se trouve dans le nome de la ville d'Héliopolis, un peu plus au sud. Nous parlerons de celle-ci également dans cette vidéo. Parlons de l'histoire de Léontopolis, Ta-Remou. Elle sera similaire à l'histoire des autres villes que nous avons vues de Basse-Égypte. Donc, allons-y. Léontopolis fut située dans la partie centrale de la région du delta du Nil. Elle fut la capitale du 11e nome de Basse-Égypte, le nome du taureau recensé, et donna au nome son nom grec de nome léontopolite. Strabon, géographe grec du 1er siècle de notre ère, fut le premier écrivain qui mentionna la cité. Celle-ci ne prit vraiment de l'importance que vers la fin du 9e siècle avant notre ère. À cette époque, l'Égypte et Léontopolis sont sous l'autorité de la 22e dynastie, 945-715, d'origine libyenne. Cependant, l'accroissement de l'anarchie, la rivalité dynastique et les compétitions entre différentes lignées de rois pour le trône vont affaiblir la dynastie et amener à la guerre civile. Les grandes villes du delta vont profiter de ce chaos pour se rendre indépendantes et passer aux mains de grands chefs autonomes. En 818, sous le règne du roi Sheshonq III, 825-773, un de ceux-ci, un prince Bubas de Bubastis, issu de la famille royale, Pétoubastis Padibastet Ier, 818-793, fonda une dynastie rivale, la 23e dynastie, depuis Léontopolis, où il se fit couronner roi et prit le contrôle du delta. Léontopolis devint donc un royaume indépendant des souverains de Tanis. Mais l'hypothèse que toute la dynastie fût léontopolite est toujours discutable. La chronologie traditionnelle veut que Pétoubastis Ier fut le premier roi de cette dynastie. Mais certains égyptologues, dont David al-Aston, suggèrent une hypothèse différente pour la liste des souverains. À leur avis, le fondateur de cette dynastie fut Takhelot II, 850-825, de la 22e dynastie, qui précéda Padibastet Ier, puis succède à ce dernier Yuput Ier, 804-803, puis Osorkon III, 793-787, alors il ne compte pas Sheshonq IV comme roi, puis nous avons Takhelot III, 759-757, et Rudamon, 757-754, qui serait le dernier roi de la cité. Il ne compte pas non plus Yuput II, 754-715, fils de Rudamon, qui exerça un pouvoir limité à Léontopolis et à Thèbes, et Payef Tiaou Mbastet, 754-720, avec son nom tu gagnes Scrabble, sur le trône d'Héracléopolis qui épousa une fille de Rudamon, Irbastet Nubnefou. Ce qui est sûr, c'est que la 23e dynastie de Léontopolis coexista à son début avec la 22e dynastie,
mais elle représente une tranche de l'histoire égyptienne qui est assez mal connue. Il faut noter qu'à partir du règne d'Osorkon III, la fonction de divines adoratrices d'Amon devint de plus en plus importante, et les filles ou les sœurs du roi eurent un pouvoir à Thèbes ou à Sète égal à celui d'un roi. En 747, trois nouveaux royaumes qui existaient déjà, en plus de celui de Tanis et de Léontopolis, prennent leur indépendance. Le premier depuis la ville d'Hérakléopolis, dirigée par Païef Tiaou Mpastet, qui adopta la titulature royale. Le deuxième à Hermopolis Magna, dirigé par Nimlot III, 747-725, et le troisième à Lycopolis, dirigé par Padimenti Ier, 747-715. L'Égypte ne compta alors pas moins de 5 rois qui furent à peine reconnus par les grands chefs de la province du Nord. Yuput II de Léontopolis s'allia avec le roi de Tanis, Osorkon IV, 730-715, 22e dynastie, puis au roi de Saïs, Tefnart Ier, 727-716, de la 24e dynastie, pour tenter de contrecarrer la montée en puissance du roi de Napata, Pianri, 747-716, de la 25e dynastie, qui conduisait l'invasion du pays et souhaitait bien profiter du chaos qui s'y était installé. Il partit avec son armée de sa capitale, Napata, dans le royaume de Couche, et plaça rapidement sous son contrôle la région de Thèbes. Il en profita pour nommer sa sœur Amenardiès Ier comme divine adoratrice d'Amon, 740-720, afin de mieux contrôler ce puissant clergé. Il fut couronné à Ouaset Thèbes et devint l'Horus qui a unifié les deux terres. En 720, Pianri refoula dans le delta la coalition égyptienne menée par le roi de Saïs, Tefnart Ier, qui tentait de réunifier le pays à son profit. Cette grande coalition comprenait Yuput II de Léontopolis, Osorkon IV de Tanis et Nimlot III d'Hermopolis Magna. Pianri tint le siège, puis conquit le grand centre religieux qu'est Memphis, Mennefer, ce qui fait passer les roitelets du delta, dont Léontopolis, sous son autorité. L'histoire de la conquête de Pianri est révélée sur une stèle de la victoire, que nous avons retrouvée au Djebel Barkal, à Napata, aujourd'hui au Soudan. Pianri mourut en 716, sans vraiment avoir maté complètement l'Égypte, ce que son successeur et demi-frère Shabaka, 716-706, se chargera de faire. Léontopolis perdit ensuite de son importance et suivit l'histoire du pays sans vraiment laisser de traces. Voilà pour l'histoire de cette petite ville. Alors je vais vous faire une petite parenthèse sur les divines adoratrices d'Amon. Alors le titre de divine adoratrice, Duat Netcher, puis d'épouse du dieu Hemet Netcher, ou encore main du dieu Djeret Netcher, fut successivement porté par des catégories totalement différentes de femmes égyptiennes. Il désigne des prêtresses consacrées au service d'Amon, tout comme d'autres divines adoratrices sont attachées à la déesse Hathor ou placées au service d'Atum, de Min ou encore de Sobek. Il semble qu'en leur qualité de main du dieu Djeret Netcher, elles aient pour rôle d'éveiller la pulsion sexuelle du dieu créateur. Les épouses divines sont des dames du plus haut rang, membres de la famille royale. Pendant le Nouvel Empire, le titre est porté notamment par Ahmès Nefertari, grande épouse de Yahmès Ier, fondateur de la 18e dynastie, puis par leur fille Meritamon, et après elle par Hatshepsut et Néferouré. Ainsi, malgré le titre qui suggère un attachement exclusif à Amon, le mariage mystique avec le dieu n'exclut pas le mariage avec un roi et la maternité. Sous la 21e dynastie, l'institution se transforme. Désormais, les épouses d'Amon sont des vierges qui se vouent exclusivement au dieu. Elles se succèdent par voie d'adoption, transmettant la prêtrise à leurs filles, souvent leurs nièces, et à partir de la 3e période intermédiaire, jusqu'à l'époque saïte, elles forment d'authentiques dynasties sacerdotales, dont le pouvoir temporel est sans doute considérable. En effet, sur les reliefs, leur nom est inscrit dans un cartouche royal. Elles sont représentées en train d'assumer des fonctions proprement monarchiques, présentant la Ma'at à Amon et lui consacrant des offrandes, ou encore on les voit associées au rite de fondation des sanctuaires, une prérogative du roi ritualiste. Dans d'autres scènes, elles sont aussi liées à l'iconographie royale traditionnelle, le dieu les étreint, ou leur tend le signe de vie Ankh, tout comme il en fait ailleurs, dont à Pharaon. Apparemment, l'autorité des divines adoratrices d'Amon
épouse du dieu, est restée limitée à la région thébaine. Pendant la 22e dynastie, elles se font enterrer à proximité du Ramesséum, le temple des millions d'années de Ramsès II. Puis, pendant les dynasties Couchites et Saïtes, à proximité du temple de Médinet Abou, le temple des millions d'années de Ramsès III. La fonction de divine adoratrice est abolie sous la domination perse après 525 avant notre ère. Je vais en profiter aussi pour décrire cette petite stèle légèrement incurvée, une stèle ptolémaïque qui se trouve au Allard Person Museum à Amsterdam. Alors, tout en haut, vous avez le signe du ciel Pet qui longe cette courbe. Juste en dessous, on retrouve un disque solaire ailé duquel pendent deux uréus. À leur tour, ils supportent deux signes qui ressemblent à des anneaux. C'est le signe chêne, symbole d'éternité. D'ailleurs, ce que nous nommons cartouche, c'est un signe chêne qui entoure et protège le nom du roi. Nous avons aussi deux éventails aux plumes d'autruche, horizontaux, qui traversent la stèle. La scène est close sur les côtés par deux signes was, force, les longs bâtons avec une tête de canidé et un arceau. Ces longs sceptres représentent ici les piliers qui maintiennent le ciel. Bien entendu, le trait horizontal en dessous de la scène représente la terre. Nous avons donc à droite le roi, vêtu d'un pagne d'apparat saillant avec une queue de taureau, un de ses régalia. Il porte un large collier ouzer et la pa sechemti, la double couronne. Il offre une statue de la déesse de la justice, de la vérité, de l'ordre cosmique et sociétal Ma'at, au dieu Maès, le lion prince fils de Sermet, qui est couronné d'un disque solaire et d'un uréus, debout sur un piédestal. Entre eux, il y a une petite table d'offrande avec un lotus. Le roi et Maès ont des légendes en hiéroglyphes. Au-dessus de Maès, le lion vivant. Au-dessus du roi, Nesutbiti, le roi d'Haute et Basse-Égypte, Ptolémis Anre Jet, Ptolémée puisse-t-il vivre éternellement. Et en dessous, les marques de ciseaux sur la partie inférieure de la stèle suggèrent que quelque chose a été effacé avant l'inscription du texte en grec. Inscription qui dit « La maison sacrée du tombeau des lions ». Nous allons à présent parler de la cité homonyme de celle que nous avons vue. La seconde localité, qui se nomme Léontopolis, se trouve aujourd'hui sur le site de Tel el Yahoudieh, qui signifie en arabe la colline des Juifs. En égyptien ancien, cette ville se nommait Naïtaout et était rattachée au 13e nome de Basse-Égypte, le nome d'Héliopolis, le nome du sceptre intact, Eka Anej. Eka, le sceptre en forme de crosse, et Anej, le mot pour dire intact. Alors, le site fut fouillé la première fois en 1886-1887 par une équipe dirigée par Henry-Edward Naville pour le compte de l'Egyptian Explorations Fund, puis en 1905-1906 par William Matthew Flinders Petrie. Dans les années 1950, ce fut Sheatta Adam qui fouilla le site. Il livra de nombreux vestiges qui couvrent une période d'occupation allant du Moyen Empire à l'époque romaine. Les archéologues ont mis au jour notamment un grand nombre de céramiques que l'on n'a retrouvées par ailleurs que dans des sites du Moyen-Orient. Ce fut Petrie qui, en 1906, fut le premier à l'identifier. Aujourd'hui en céramologie, le terme type Yahoudieh qualifie l'ensemble de la production que l'on retrouve de la Nubie jusqu'en Syrie. Les chercheurs ont également mis au jour les vestiges de plusieurs bâtiments et d'une imposante enceinte carrée de 515 mètres sur 490 mètres, identifiée comme étant une forteresse en raison de l'épaisseur des murs et de son architecture remontant à la fin du Moyen Empire. Elle avait été dans un premier temps identifiée à une forteresse Hyksos en raison de son analogie avec d'autres structures qu'on trouve en Syrie et en Palestine, et du nombre élevé de céramiques étrangères trouvées sur le site. Cette hypothèse est aujourd'hui abandonnée. De plus, on a découvert que par la suite, à l'intérieur de l'enceinte, un temple datant du Nouvel Empire y fut construit, dans lequel, dans la partie nord-est, de grands colosses de Ramsès II s'élevaient. Le roi Meremta, qui succède à Ramsès II, laissa un monument orné de colonnes papyriformes, probablement à la suite de sa victoire sur les Libyens. À l'ouest du mur se trouvait un palais ou un temple édifié par Ramsès III, sur les ruines duquel des milliers de faïences furent mises au jour. Le pharaon fit ériger également une porte monumentale
qui permettait d'accéder à un espace dans lequel furent retrouvés les vestiges d'un édifice qui fut probablement un temple. Ce secteur fut mis au jour au début des années 1950, et les fouilles se poursuivirent jusque dans les années 80. Autre fait intéressant avec Léontopolis, Tel El Yahoudié, la colline des Juifs, c'est qu'elle fut l'endroit où, sous le règne de Ptolémée VI Philométor, au IIe siècle avant notre ère, un temple sur le modèle de celui de Jérusalem fut construit par le grand prêtre juif Onias IV, fils du grand prêtre juif Onias III. Une colonie hébraïque, attirée par la création de leur culte à Léontopolis, s'installa dans la ville. Elle devint importante grâce à l'arrivée de réfugiés qui fuyaient l'oppression des rois séleucides en Palestine. Cette communauté prospéra pendant plus de 3 siècles. Après la grande révolte des Juifs de 66 à 70 après Jésus-Christ, le temple de Léontopolis fut fermé en réaction contre le judaïsme. Selon Flavius Joseph, ou Joseph ben Mattathias, historien juif du 1er siècle, le temple de Léontopolis exista pendant 343 ans, comme noté dans son livre 7 de la guerre des Juifs contre les Romains. L'opinion générale est que ce chiffre devrait être ramené à 243 ans. Flavius Joseph raconte que l'empereur romain Vespasien, 69-79, craignait que par le biais de ce temple, l'Égypte puisse devenir un nouveau centre pour les Juifs de rébellion. Et par conséquent, il ordonna au gouverneur du pays, Lupus, de le démolir. Lupus mourut avant d'avoir réalisé l'ordre. Le pillage et la destruction du temple et la suppression de toute trace du culte divin sur le site furent achevés par son successeur, Paulin, qui data son action durant la période de mars à août 73 après Jésus-Christ. Il est toutefois à noter qu'à ce jour, les spécialistes n'ont toujours pas retrouvé sur le site de traces de ce temple. Nous allons maintenant parler de la ville de Létopolis. Alors, Létopolis, qui se situe sur le site actuel de Aousim, est le nom grec de la ville de Chem, une antique cité proche d'Héliopolis. Il ne faut pas confondre Létopolis avec Latopolis, ou Younet, la moderne Esna, ville située en Haute-Égypte. Le nom de Létopolis en égyptien, Chem, s'écrit avec l'unilitaire du tamis Kha, d'un signe non identifié bilitaire pour le son Chem, puis l'unilitaire de la chouette M et le complément phonétique, tout comme le tamis d'ailleurs, du bilitaire Chem. Le nom se termine évidemment par le déterminatif des localités, le carrefour dans l'enceinte. Létopolis fut la capitale du deuxième nome de la Basse-Égypte, le nome de la patte antérieure, ou le nome de la cuisse, lui aussi nommé Chem. On adora à Létopolis, primitivement, le dieu Kherti, identifié sous la forme d'un bélier couché, dont l'image se transforma en dieu berger, parfois représenté dans d'autres cités sous la forme d'un lion ou d'un taureau. Berger et passeur, il est un représentant du soleil nocturne. Létopolis est également la ville du dieu faucon Khenti Irti, dont l'œil droit était le soleil et le gauche la lune. Khenti Irti fut assimilé plus tard au dieu Aroéris, Eru-Ur, Horus l'Ancien. Dans cette ville, Khenti Irti guérissait les maladies des yeux. Les prêtres de son temple devaient être de bons ophtalmologues. De ce fait, par la suite, Horus l'Ancien, Eru-Ur, est investi de la maîtrise des yeux et auprès de Ra, il ramène l'œil solaire qui avait délaissé le dieu rayonnant, faisant de lui celui qui éclaire le monde de ses yeux, les deux luminaires, la lune et le soleil. Horus Khenti Irti incarne une divinité tout à tour voyante et aveugle, et y est considéré comme un dieu guérisseur et magicien, qui anéantit les serpents et les animaux dangereux. Il possède 2 noms. Lorsque ses yeux, la lune et le soleil sont visibles, il se nomme Khenti Irti, celui qui a ses 2 yeux. Et lorsque ni la lune ni le soleil sont visibles, on l'appelait Khenti En-Irti, celui qui n'a pas ses 2 yeux. On pensait alors qu'il était dangereux
endommageant aussi bien ses ennemis que ses amis. Il était parfois représenté tenant les deux yeux d'Horus, le soleil et la lune, dans ses mains. Horus Genti Irti incarne aussi un dieu savant, comme Jehuti Thoth, comme le précise le livre pour sortir au jour, connu sous le nom de Livre des morts. En tant que puissant créateur du monde connu, le dieu solaire était souvent fusionné avec d'autres divinités. Horus, à tête de faucon, roi des dieux et divinité du ciel à part entière, était fréquemment confondu ou assimilé avec Ra, comme dans cette image où la présence d'un disque solaire reconnaît leur union. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être toujours au courant des nouveautés. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, à poser des questions. On se retrouve très vite pour la découverte d'une nouvelle localité égyptienne de Basse-Égypte. D'ici là, portez-vous bien et faites un jour heureux. Irek Erunecher. Hotep.